Non, on va reprendre ce micro. Je vous souhaite là encore la bienvenue et vous dire que ces 20e rencontres de la Cité eh bien, sont un anniversaire fabuleux parce qu'au bout de 20 ans, on voit que les débats font aussi salle comble qu'il y a 15 ou 20 ans et ça nous fait très très plaisir à la Cité. Voilà, je voudrais tout d'abord vous rappeler la règle du jeu qui est toute simple. Les premières questions, celles qui sont les plus difficiles à poser au début d'une conférence comme ça, le seront par le panel d'étudiants qui est devant vous. Et ensuite, vous aurez évidemment toute l'attitude pour poser vous-même les questions à nos deux invités. Comment les technologies modifient la manière dont on se pense? La question pourrait avoir l'air absconce. En fait, vous verrez qu'elle recouvre des réalités très quotidiennes, Internet, les univers virtuels, mais aussi un certain nombre d'innovations scientifiques, techniques, mais aussi médicales. Comment ne pas penser à la pilule comme innovation qui a pu modifier la manière dont on pense la sexualité du couple et dont la femme pense elle-même sa sexualité. Relation de l'être humain à l'ordinateur et à ses avatars, au blog, ça va vous rappeler quelque chose de très très neuf là, les chats roulettes russes, Twitter, Facebook, LinkedIn. Avons-nous et allons-nous vers une uniformisation de nos modes d'échange? Quelles seraient, peut-on imaginer, des limites pour que l'être humain s'impose face aux nouvelles technologies? Et surtout, cela change-t-il quelque chose dans la manière dont nous pensons? Pour en parler avec nous et avec vous, parce que vous aurez l'occasion de poser toutes les questions tout à l'heure, au bout d'à peu près 20-25 minutes d'échange avec le panel d'étudiants, vous pourrez vous poser les questions que vous voudrez à Boris Cyrulnik et Jean-Claude Kaufmann. Le premier analyse et se fait interprète de nos comportements. Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux livres. On va parler du prochain, vous verrez qu'il va sortir dans quelques semaines. Et il entre complètement dans le débat du jour, donc vous verrez que nous serons pile poil dedans. Et depuis 30 ans, il fait parler les objets. Il a suivi la piste du linge, simple le linge, hein, le linge de la cuisine ou de la buanderie, pour traquer les comportements conjugaux. Il a suivi dans le frigo les petits pots du dessert, comment se construit la relation de la famille autour du dessert. Et puis il a analysé la marmite, ce qu'il y a dans les marmites des familles. Il a aussi regardé de près les seins nus sur les plages. Hein, donc il a fait un livre là-dessus hein, quand même. Il a observé les premiers matins, les matins d'après la première rencontre, la toilette, les toilettes, voilà, qui est très prosaïque. Et puis, donc, sort Sexe Amour, le 5 mai, aux éditions Armand Collin. Internet est effectivement au centre, Sexe Amour, avec un A arrobase, vous verrez sur la couverture, est un livre qui va faire du bruit. Il va être invité sur tous les plateaux de télévision, mais il est avec nous aujourd'hui en exclusivité pour la Cité de la Réussite et on va pouvoir le cuisiner, lui qui adore la cuisine, sur ces relations intimes entre le sexe, l'amour et Internet. Je vous demande d'accueillir Monsieur Jean-Claude Kaufmann. J'avais oublié de signaler qu'il a la moustache coquine qui invite au débat. Et ça, vous l'aviez déjà remarqué. Notre cerveau est sculpté dès la prime enfance par le milieu dans lequel il vit. C'est lui qui le dit, l'enfance, la résilience, renaître de sa souffrance, de la douleur, l'amour et les soucis qui vont avec. Il est médecin, psychiatre, éthologue, c'est le psy préféré des Français. Il a tout raconté dans un livre assez exceptionnel que je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, achetez-le vite en sortant de la Sorbonne. Ça s'appelle « Je me souviens », des pages absolument bouleversantes, où il se livre pour la première fois sur son enfance, son arrestation par la Gestapo à 5 ans, 6 ans et demi, son accueil chez Marguerite Farge, institutrice devenue juste des justes à Bordeaux. Il s'évade seul au moment où l'on
doit le transférer à Drancy ou Auschwitz. Et si j'évoque cela maintenant, c'est parce que notre devoir de mémoire, ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais ce devoir de mémoire est important. Et que ce livre, Je me souviens, est un peu le nôtre. Nous nous souvenons tous ensemble. Et puis je voudrais, juste avant que cette conférence commence, lire un tout petit extrait de ce bouquin, juste pour vous donner envie de lire ce livre. C'était au petit matin. J'avais 6 ans et j'étais dans mon lit lorsque j'ai été réveillé par les bruits dans la maison. Il y avait beaucoup de soldats dans le couloir. J'étais frappé par cette présence de soldats et d'officiers, et surtout de policiers français en civil. Avec leurs lunettes noires, leurs chapeaux et leurs revolvers, je trouvais absurde qu'ils aient des lunettes noires en pleine nuit. En définitive, le revolver ne me faisait pas peur. Mais porter des lunettes noires la nuit, ça m'intriguait. Je pensais que les adultes n'étaient pas des gens sérieux. Je n'ai d'ailleurs pas changé d'avis depuis. Et dans le couloir, il y avait des soldats allemands en armes qui semblaient gênés puisqu'ils regardaient le plafond, ils regardaient en l'air. Peut-être, j'espère, parce qu'ils avaient l'air d'avoir honte d'arrêter un enfant de 6 ans. J'espère, j'en suis pas sûr. Il sait, avec sensibilité et humour, nous toucher. Monsieur Boris Cyrulnik. Alors, je change de micro, du coup, c'est bon. On est ensemble pendant 1h30, ce qui nous laisse le temps, à l'inverse de la radio ou la télé où tout va très vite, on vous demande de répondre en 3 minutes, merci. Et bien là, on a un peu plus de temps, ce qui est bien. Boris Cyrulnik, on va commencer avec vous sur cette question du formatage du cerveau. Le cerveau d'un enfant, il est un peu comme une éponge. Il se construit avec ce qu'il entend et les émotions qu'il y a autour de lui. Et les technologies ont changé. Le monde a changé. En quoi le cerveau humain aujourd'hui se construit-il différemment? En quoi ce cerveau est-il sculpté différemment aujourd'hui, puisque c'est la question de ce jour, par rapport aux années, allez, pas remonter trop loin, mais précédentes, 10, 20, 30 ans? Alors, quand je suis arrivé au monde il y a 2 millions d'années, j'avais sûrement pas le même cerveau qu'aujourd'hui. J'avais la même aptitude génétique à avoir un cerveau, mais il n'était pas sculpté par l'environnement de la même manière. Or, le problème que pose la technologie, et ça a commencé très tôt avec le silex taillé, avec les arcs, les lanceurs de flèches, ça a commencé très tôt. Dès l'instant où l'homme peut changer l'écologie, le milieu qui l'entoure, le milieu change le cerveau. C'est-à-dire qu'on n'a plus un raisonnement linéaire, une cause provoque un effet, on a un raisonnement circulaire où la moindre invention technologique qui modifie notre manière de vivre ensemble modifie la structure et la fonction de notre cerveau, et désormais le monde qu'on perçoit n'est plus le même. C'est-à-dire que là, c'est la neuroimagerie d'aujourd'hui, photographie et rend observable et mesurable, et les neurobiologistes avec qui je travaille savent doser, expliquer toutes les structures intermédiaires qui montrent que, par exemple, un bébé humain qui vit dans un monde musical, ce monde musical fabriqué par ses parents ou par sa culture, eh bien ce monde musical hypertrophie la zone temporale gauche et multiplie par 4 la largeur du cortex et l'épaisseur du cortex, et désormais on devient, nous, façonnés par la musique, on devient apte à percevoir la musique mieux que peut-être monsieur et madame Cro-Magnon. Et cela dès le ventre de la maman. Et cela dès le ventre de la maman, dès le fœtus. Alors, oui, j'avais mal entendu votre question, j'ai été mal façonné, excusez-moi. Oui. Alors effectivement, dans les dernières semaines de la grossesse, on a les capteurs techniques. Certains sont très pointus et performants, et d'autres sont légaux, l'échographie,
l'échographie qui est obligatoire au cours des grossesses, hein, la dernière échographie rend filmable et observable que la moindre émotion maternelle modifie le comportement du bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que si on sécurise la mère, elle va sécuriser le bébé qu'elle porte. Si on angoisse la mère, parce que son mari n'est pas sympa, parce que la famille a des soucis, parce que la culture est en guerre, ça va modifier le développement biologique de l'enfant. Et Shaul Harel, qui est un nom que je cite souvent, a travaillé là-dessus avec les neuroradiologues d'un groupe auquel je participe, et on montre que lorsque les circonstances sociales stressent la mère, la guerre par exemple, ou la pauvreté, la misère, c'est pas pareil que la pauvreté, lorsque la mère est stressée, le cerveau de l'enfant qu'elle porte ne se développe pas de la même manière. C'est-à-dire que ça, et on le photographie, on le mesure, et on fait des photos qui sont vraiment faciles à interpréter. Alors Jean-Claude Kaufmann, on est en plein dans le sujet déjà, et tant mieux. Je vois que vous avez amené Sexe Amour là, sur votre table, on va en parler, mais Internet nous interroge drôlement. Comment Internet a modifié nos comportements? On pourrait en parler 3 heures, mais quelles sont, une heure et demie déjà, une heure et demie, les premières conclusions de vos études là-dessus? Oui, alors énormément de choses à dire. Alors j'aurais déjà envie, un petit peu avant, de rebondir sur ce qu'a dit Boris Cyrulnik. Un petit mot aussi sur la présentation très sympathique que vous avez fait de mes travaux, je vous remercie. Alors cependant, ça peut donner une image un petit peu bizarre de je suis directeur de recherche au CNRS. Comment le CNRS paie un type pour à s'occuper des petits pots dans les frigos? Vous avez même cité une phrase quand même, je suis désolé, que j'observais de près les seins nus sur les plages. Donc, j'ai travaillé avec toute une équipe. Et c'est vrai. Ce n'était pas par observation, c'était par entretien. Ouais. Et d'autre part, c'était quand même pour tirer des choses sérieuses. Notamment, la conclusion principale, c'est que le langage des sociétés avancées démocratiques que nous connaissons aujourd'hui est un double langage, à un double niveau. Un langage de surface qui proclame une liberté totale et universelle. Quand je posais la question, est-ce que toutes les femmes peuvent enlever le haut de maillot? Chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, la phrase exacte, c'était « chacun fait ce qu'il veut, mais ». Oui, mais. Et on entendait la virgule dans les réponses. C'est une phrase, 300 personnes interrogées, 220 fois la phrase. Hein, donc ça indique un processus social. Le premier partie de la phrase était proclamé avec assurance, avec la fierté de proclamer cette liberté et cette tolérance. Chacun fait ce qu'il veut. Et comme les gens sont très sincères dans l'entretien aujourd'hui, ils ont envie de dire la réalité. Donc ils ajoutaient avec une petite voix quand même, mais quand même, bon, une vieille grand-mère, par exemple, il faut bien le dire, ça me fait, mais c'est pour elle, je dis, ça me fait mal de le dire. Et si elle veut le faire d'ailleurs, tant mieux, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est affreux. Voilà. Et suivait une définition très précise d'une beauté normative. Il y avait même la définition d'un beau sein normal. Enfin, je ne vais pas trop creuser parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça nous intéresse. Qui définissait un maximum de liberté d'action sur la plage. Donc des normes secrètes. Et la société fonctionne aujourd'hui comme ça dans tous les domaines. Plus on est dans des espaces ouverts, plus on n'a jamais été dans une société qui travaillait autant sur la production de normes. Il y a une angoisse de trouver les repères et de fabriquer ce qui peut être normal. Plus c'est ouvert, plus c'est libre, plus il faut ces repères. Simplement pour dire que j'étais pas simplement pour la plage. Que vous travaillez sérieusement, on n'en doute pas. Mais non, je voudrais rebondir sur ce que disait Boris Cyrulnik, parce que c'est au cœur du débat de cet après-midi, c'est tout à fait essentiel. L'importance du contexte pour modeler l'individu et même pour modeler le système du fonctionnement cognitif, c'est tout à fait important. On a trop cette illusion qui est le résultat d'une longue culture de nos sociétés que nous sommes là. Nous sommes des individus, et ça y est, constitués. Puis autour de nous, il y a un décor. Eh bien non, ce n'est pas un décor. C'est pour ça que je travaille sur les objets, parce que la relation aux objets nous fabrique. Nous sommes en lien étroit avec des choses qui ont l'air dérisoires et rudimentaires. Et nous n'arrêtons pas de changer de manière profonde, en variant de contexte. On rentre dans des rôles qui nous reformulent, qui nous font penser de manière différente, avec un système de valeurs et de pensée qui est différent. Et je prendrai juste un petit exemple. J'ai une autre enquête dérisoire sur les petits agacements dans le couple. Eh bien là, c'est passionnant, parce qu'en 2 secondes,
L'individu bascule, change d'identité, de système de pensée de manière radicale. Il devient vraiment un autre. Jusque-là, il était dans l'identité conjugale, plutôt inscrit dans les valeurs du couple, avec tout un univers commun qu'on alimente par la conversation de tous les jours. Et par exemple, la femme tombe, c'est un objet que j'ai vu fréquemment comme motif d'agacement, sur les chaussettes du mari qui traînent dans le salon. La chaussette peut devenir explosive dans certains couples. Et là, il y a la bouffée d'agacement, une bouffée émotionnelle comme un petit coup de foudre à l'envers qui arrache à l'identité conjugale, et d'un seul coup, la vision du monde, la vision du partenaire est complètement, radicalement différente. Donc là, il ne faut pas dire c'est un moment d'émotion et puis on est trouvé. Non, c'est l'individu qui change sa structure de pensée, son système de valeurs. On est vraiment multiple et en formation, alors surtout à l'enfance, et c'est dans le rapport avec le contexte de manière importante. Et Internet là-dedans entre non pas dans un décor, si j'ai bien compris votre pensée, c'est la même mais chose, dans une structuration nouvelle. C'est la même chose puissance 1000. C'est un nouvel espace de réalité. Alors on dit virtuel, et les internautes eux-mêmes n'arrêtent pas de parler de la vraie vie et du virtuel. Internet, c'est pas virtuel. C'est pas virtuel. Il y a un aspect virtuel d'Internet, tant qu'on va dessus et qu'on surfe en pur observateur, on est dans le virtuel. Mais déjà, quand on commence à s'intéresser à quelque chose, à une personne, on rentre déjà en interaction avec elle. Il n'y a que soi. Elle ne le sait pas, donc elle n'est pas encore dans l'interaction. Mais on commence à intégrer ça dans son petit cinéma intérieur. Le petit cinéma, c'est extrêmement important. C'est des scripts éventuels de vie future qu'on commence à travailler dans l'imaginaire. On produit son identité future dans l'interaction avec le réel, avec les faits, mais aussi avec cet imaginaire qui est en soi. Et là, Internet offre des outils, des images et des bouts de relation. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on entre très vite dans une relation. Quand on envoie un petit message, on est dans une relation. On n'a pas cette image-là par rapport au téléphone. Quand on dit au téléphone, on dit oui, on n'a qu'un aspect de la personne, on n'a que la voix, mais on est en relation. Eh bien, c'est pareil avec Internet. Et le paradoxe, bien sûr, il est bien connu, c'est que plus on est protégé, anonyme, plus on peut débrancher facilement derrière le clavier, plus on se livre. Des fois, alors c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, pas simplement sur les réseaux de rencontres, mais sur les sites communautaires, à travers les blogs, etc. Les gens entrent en contact extrêmement facilement, très vite, et se livrent de manière intime en se libérant de plein de contraintes, de plein de tabous. Par exemple, dans les sites de rencontres, etc., il y a une phrase qui fait fureur, c'est la beauté intérieure qui compte. Quel bonheur de se libérer de la tyrannie de l'image qui domine notre société. Et puis alors, ils apprennent à se connaître très intimement, c'est une vraie relation, ils se fixent un rendez-vous au café, et ils arrivent au café, et là, en une seconde, ça marche ou ça marche pas, mais ça se joue en une seconde, mais je ne veux pas développer plus loin. Juste pour dire, alors ils disent, mais il a triché, elle a triché, c'était plus la même personne. Non. En général, tout le monde triche un peu. C'est normal, on ne va pas mettre la photo la plus abominable. Mais si on triche beaucoup, ça ne va pas marcher, parce qu'on arrive, ça ne correspond pas à la personne. Mais ce n'est plus la même personne, parce que ce n'est pas le même contexte, et ce n'est pas la même relation. On avait échangé par l'intime des sentiments, des valeurs, des émotions, etc. Et d'un seul coup, dans cette nouvelle relation, ça passe par l'image. On est reformulé d'une manière différente. On est vraiment reformulé, donc on ne comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à écrire la suite. C'est un nouvel épisode complètement différent entre deux personnes qui sont véritablement différentes à ce moment-là et qui ne pensent pas de la même manière. Mais j'ai été trop long. Non, c'est bien. Puis de toute façon, on va y revenir parce que c'est que Samour parle de ça et vous avez étudié justement les deux périodes. La période, on va dire virtuelle, entre guillemets, où la rencontre se fait par des réseaux et puis effectivement le fameux syndrome du premier café. Voilà. Boris Cyrulnik, Internet vous a interrogé, j'imagine, depuis longtemps aussi. Comment vous pensez qu'Internet et ses avatars modifie l'être humain et la manière dont on se pense pour revenir à la question de ce débat? Alors, ce que dit Jean-Claude Kaufmann, je vais essayer de le reprendre avec mon outil de pensée, c'est-à-dire les théories de l'attachement. Jean-Claude Kaufmann a parlé de script, c'est-à-dire que très tôt, bien avant la parole, on répond déjà plus à ce qu'on perçoit, mais un bébé de 2 ou 3 mois répond déjà à ce qu'il se représente. Ce qui fait que le monde est déjà très différent, alors qu'on est à 3 mois, on est loin de la parole. Et ce qui permet d'affirmer ça, c'est une petite manipulation qu'on a faite à l'hôpital de Toulon, et s'il y a une justice, on aura le prix Nobel. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je disais que la deuxième échographie est légale. Donc les dames viennent,
Et on fait une expérimentation. Et on leur dit, est-ce que vous acceptez qu'on filme l'écran? Vous, on vous laisse faire avec le gynéco, vous faites votre échographiste, nous, on n'intervient pas, on filme l'écran. Pratiquement toutes acceptent. Alors la dame est un peu émue, elle arrive, elle montre son gros bidon, on lui met de la gelée, on passe un gros stylo sur son bidon, tout le monde regarde l'écran, et c'est plutôt sympathique. Mais on introduit une variable pour faire croire qu'on est scientifique. Alors, on introduit la variable et on stresse la dame. Vous savez comment sont les femmes, on ne peut pas trop les stresser. Alors, le stress cruel, c'est 30 secondes de silence, et tout d'un coup on dit, Madame, voulez-vous chanter? Chanter, hop, le cœur de la dame s'accélère, et presque en temps réel, le cœur du fœtus s'accélère, presque en temps réel. Alors, on voit comment l'émotion provoquée par une représentation, j'ai fait une phrase, voulez-vous chanter? Et la représentation, l'idée de chanter de la dame, provoque une émotion qui se transmet au bébé qu'elle porte. Alors, schématiquement, il y a 3 réactions. Un tiers des bébés accélèrent leur cœur et bougent le membre inférieur. Alors ça, c'est ce qu'on a appelé le profil Zidane. Parce que on pense qu'ils ont... Alors, un tiers... Ça aurait pu être coup de tête, mais non. Alors, un deuxième tiers des bébés accélère son cœur et bouge les membres supérieurs. Et un troisième tiers des bébés, alors là, ils s'en foutent éperdument. La mère est émue, ils s'en foutent, ils dorment. Moi, je suis convaincu qu'ils pensent, j'ai encore 6 semaines à tirer, nourri, logé, blanchi. On verra plus tard avec les problèmes d'adultes. C'est-à-dire qu'on voit comment se transmet l'émotion provoquée par une représentation. Alors ensuite, à Marseille, on fait l'expérimentation suivante. Madame, monsieur, voulez-vous toiletter votre bébé comme vous le faites d'habitude? On vous filme si vous acceptez et on parlera du résultat avec vous. Et on voit que les femmes ont un style très femelle, très différent. Je dis femelle et mâle parce qu'à 2 mois, 3 mois, c'est pas encore papa, maman. C'est 2 mondes sensoriels déjà très différents. Les femmes parlent plus que les hommes, déjà. Elles sont beaucoup plus souriantes que les hommes. Et à la fin de la toilette, elles prennent les bébés dans les bras et elles leur font un bisou et elles le mettent contre leur poitrine en lui racontant des tas d'histoires. Ça, c'est le style maternel. Les hommes, eux, sont beaucoup plus distants. Ils parlent peu, sauf un qui parlait, mais alors lui, il a fallu le faire taire tellement c'était... Alors, mais d'une manière générale, ils parlent peu, et ils toilettent très sérieusement. Ils ne sourient pas, ils ne rigolent pas. Et à la fin de la toilette, ils ont 2 comportements que n'ont presque jamais les mères, c'est-à-dire qu'ils prennent les jambes du bébé et ils le font pédaler. Les femmes le font très mal, elles ne savent pas faire ça. Ça, c'est le syndrome Eddy Merckx. Et puis il y a un jeu que les femmes ne font jamais et que les hommes font très bien, c'est le lancer de bébé. C'est-à-dire que les hommes prennent les bébés, ils ne les lancent pas vraiment, mais ils font l'ascenseur avec les bébés, et ça, les femmes mettent les bébés contre la poitrine. Alors on s'est dit, mais est-ce que ça modifie le script du bébé 2, 3, 4 mois? Et on dit, monsieur, madame, est-ce que vous acceptez qu'on filme le début de la toilette? Et on constate que le bébé, qui est tout petit, lorsqu'il voit, c'est pas sa mère, mais c'est déjà un visage familier, qu'il reconnaît parmi tous les autres visages, mais c'est pas encore maman. Et n'empêche que, quand il perçoit ce visage, il sourit et il offre son petit corps. Alors que quand arrive le père, il perçoit un visage familier, il sourit et... Alors, probablement parce qu'il pense, on va rigoler, mais ça va être intense. Et cette petite manipulation-là, je la trouve importante parce que ça veut dire que dès l'âge de 2, 3, 4 mois, le bébé répond à quelque chose qui n'est pas dans son contexte. Il répond à quelque chose qui est inscrit dans sa mémoire et, comme dit Jean-Claude Kaufmann, à quelque chose qui va venir. Donc il répond déjà à un script préverbal. Alors ça, c'est pour dire que Internet modifie ces scripts de manière fantastique. C'est-à-dire que ça crée un nouveau monde.
comme l'a dit Jean-Claude, ce n'est pas un monde virtuel, ça crée un nouveau monde. Alors quand l'imprimerie a été inventée, techniquement, c'est rien, c'est facile hein, au point de vue imprimerie. Quand l'imprimerie a été inventée, avant l'imprimerie, sur les bateaux, j'habite à Toulon, qui est le premier port de guerre français, et quand on parle avec les marins, quand on fouille dans les archives, on se rend compte qu'avant l'imprimerie, on était soumis au capitaine, pour une raison bien simple, c'est qu'il y en avait un seul à bord qui savait faire le point. Et si ce capitaine, donc, ayant le savoir, pouvait tout se permettre, tous les crimes, tous les sadismes, on ne pouvait pas, nous, hommes d'équipage, on ne pouvait pas le balancer par-dessus bord, parce que sinon, il savait faire le point, et si on le balançait par-dessus bord, eh ben, on mourrait. Il avait l'info. Primordial, voilà, essentiel. C'est ça. Il avait, comme dit Michel Foucault, il avait le savoir, donc le pouvoir, et il avait l'info qu'il ne partageait pas. Dès que l'imprimerie est arrivée, dans les hommes d'équipage, quelques-uns ont vite compris comment on faisait le point. Ils ont vite appris. Désormais, on pouvait balancer le capitaine par-dessus le bord, quelqu'un d'autre saurait faire le point. Et ça a été probablement le début de la démocratie. C'est-à-dire que les hiérarchies n'étaient pas aussi naturelles qu'on nous le faisait croire. On peut apprendre, on peut donc modifier la condition humaine, et probablement cette invention simple, artisanale, de l'imprimerie a déjà commencé à modifier la manière dont on se pense, les hommes d'équipage se pensaient. Alors vous pensez bien Internet, au point de vue écriture, au point de vue... Alors, c'est une nouvelle écriture, et ça crée un nouveau monde auquel on répond, puisque déjà, depuis l'âge de 2 mois, on répondait à des représentations, on continue à répondre à des représentations, sauf qu'Internet fabrique un monde fantastique de représentations, avec ce que ça a de stupéfiant et de bien, et avec ce que ça peut avoir de maléfique. Parce que, je vais terminer là, c'est parce que, en même temps que l'imprimerie a été inventée et fondée, donné l'impulsion d'une pensée qui pouvait devenir désormais démocratique, en même temps, le premier best-seller de l'histoire humaine, ça a été le Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières, c'est-à-dire l'Inquisition. Comment torturer pour provoquer la conversion des mécréants. C'est-à-dire que ça a été en même temps la démocratie et la dictature. Et Internet est en même temps une chose stupéfiante, magique, mais comme la langue, hein, c'est-à-dire c'est un effet de surlangue, Internet. Ça rend présent des choses qui sont de l'autre côté de la planète, et ça les rend présentes en temps réel, pratiquement réel. Or, ça va créer des communications et des représentations stupéfiantes et des rumeurs stupéfiantes, parlez-en à qui vous savez. Oui. Elle n'est pas dans la salle. On va commencer avec une de vos questions, s'il vous plaît. Allez, le micro va vous arriver immédiatement. On va pouvoir entrer de ce fait dans les questions plus précises. Allez, monsieur. Présentez-vous et posez votre question. Bonjour, Guillaume Fécaille, je représente l'ESCP Europe, donc École supérieure de commerce de Paris. Donc je m'adresse à Jean-Claude Kaufmann. Vous disiez tout à l'heure que nous sommes toujours à la recherche de normes, et justement je pense que Internet développe l'univers des possibles de façon incroyable, et donc il nous donne apparemment en apparence une grande liberté. On peut tout faire, on peut tout dire. Et justement, dans cette recherche de normes, est-ce que finalement on ne va pas vers quelque chose qui réduirait notre champ de liberté, justement? Alors, ça ne réduit pas notre champ de liberté, c'est une liberté contradictoire. C'est ce que j'ai dit, il y a un espace de liberté de plus en plus grand, et en même temps, c'est le double langage. Et des normes secrètes qui ne sont pas obligatoires. Jamais obligatoires, mais quand on n'est pas dans la norme, c'est plus dur à vivre. Il faut s'expliquer, on accroche les regards, on est en dehors du plus facile à vivre. Cette petite phrase « chacun fait ce qu'il veut », mais je l'ai retrouvée ensuite partout dans mes enquêtes. Par exemple, mes enquêtes sur les célibataires. Aujourd'hui, pour le mode de vie privé, autrefois, il y avait des règles morales et des règles sociales de comportement qui structuraient l'individu. L'individu était porté, cadré par des institutions, et il y avait un ensemble de règles morales et de valeurs qui définissaient les individus. Donc c'était bien ou c'était mal.
on faisait ceci ou on faisait comme cela. C'était porté par la tradition et c'était transmis de génération en génération. Par rapport à ce type de société, que Louis Dumont appelait la société holiste, la société du tout, qui avait un cadre qui définissait l'individu, on a vu cette immense rupture, c'est l'immense rupture historique qui a commencé depuis des siècles et des siècles. Le moment vraiment de basculement, c'est très proche de nous, hein, c'est l'après-guerre, c'est les années 60, c'est l'émergence de l'individu au centre de sa vie et qui décide dans tous les domaines. Comme si on assistait à un approfondissement de la démocratie, comme si la démocratie avait commencé comme un système politique qui s'approfondissait dans la vie quotidienne, et comme si sur tous les aspects de la vie quotidienne, nous décidions absolument personnellement en nous inscrivant dans la société de l'information, en nous grappillant les informations pour décider. Autrefois, il y a 20 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Qu'est-ce que je dois penser de tel produit, de tel autre? Le professeur X dit ceci, le professeur Y dit le contraire, ce qui provoque très bizarrement, si on discute de l'avancée des manières de penser, des systèmes cognitifs, ce qui très bizarrement développe l'émergence d'une pensée de type magique aujourd'hui, qui est très moderne. Parce qu'on ne peut pas avoir une pensée rationnelle de type critique par rapport à tous les aliments. Sinon, dans nos courses au supermarché, on ne va rien acheter. À propos du moindre truc, on va commencer à lire sur l'étiquetage, et puis OGM, qu'est-ce que je dois en penser? Mais la science n'est pas d'accord. Et la science n'est pas d'accord, parce que la science avance de manière toujours, ces vérités sont provisoires et relatives. Elle avance par réfutation des hypothèses. Donc c'est toujours un univers. Comment fonctionne la science? Vous croyez que c'est une vérité? On va vous montrer derrière que c'est encore plus compliqué. On va poser 1000 questions et ouvrir de nouvelles portes. C'est une aventure prodigieuse, mais qui est le contraire de la décision facile. Donc comme on n'a plus de repères, les gens se donnent des petites idoles. Par exemple, moi c'est pamplemousse, impeccable. Pamplemousse, il y a quelques mois, la science découvre que même le pamplemousse, associé à certains médicaments, s'en se trouve, il a des effets pervers, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Donc cet individu qui découvre cet espace de liberté et de responsabilité énorme, mais en même temps, la charge mentale, la fatigue, les gens essaient de fuir justement dans la vie ordinaire la prise de décision, le questionnement pour que ça se passe tout seul, pour que ce soit évident. Et puis dans les comportements moraux, c'est terrible. On peut tout faire, mais en même temps, si on n'est pas dans la norme, on va avoir un regard en coin de la société. Mes célibataires, par exemple, eh bien, c'était chacun fait ce qu'il veut, couple homosexuel, famille monoparentale, etc. Du moment qu'il est heureux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, elle a 42 ans, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant. Chacun fait ce qu'il veut, au contraire. Mais pourquoi? Et les célibataires que j'interrogeais me disaient, il y en a même une qui disait, je sens le doigt accusateur de la société. Je le sens plus encore le jour de Noël, c'est le jour famille, le jour de la Saint-Valentin, quelle horreur, absolument. Je rase les murs ce jour-là, parce que chacun fait ce qu'il veut, les copines disent ça, puis d'un seul coup, il y a par exemple un moment qui dit, bon, c'est bien, oh mais ma petite fille, hein, quand même, j'ai envie d'être maman un jour, hein, quand même. Donc il y a ces normes secrètes qui ne sont pas obligatoires, mais qui rendent la vie plus facile. D'où cette angoisse, et plus la société est ouverte, plus il y a un questionnement sur ce qu'on peut faire, sur ce qui est bien, sur ce qui est normal, et presque sur la définition d'une nouvelle morale. Sur cette enquête, par exemple, sur les rencontres sur Internet, tout devient incroyablement plus facile, et puis on voit un retournement dans le rapport entre sexe et sentiment. Autrefois, on commençait, il faut espérer, par le grand sentiment. Alors des fois, autrefois, c'était encore plus simple. Dans le petit village, la femme avait le choix entre Jules et André. Avec Jules, c'était vraiment pas possible, donc elle tombait amoureuse d'André, quoi. Donc la vie était simple en ce temps-là. Puis il y a eu l'époque très romantique, je dirais, de l'idéal, du grand sentiment qui entraîne, et du coup, souvent après être passé par l'institution et le mariage, eh bien, on passait au sexe. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette phrase qui fait fureur, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc ma foi. Si on a envie pour un soir, on commence. Mais alors justement, en gros, il y a des débats. Alors c'est les forums de discussion. Les forums de discussion, c'est des forums moraux d'essai de définition d'une nouvelle morale. Et là, il y a un thème très fréquent, surtout animé par les femmes, en direction des femmes, parce que ça, les hommes, ils sont en dehors de la question, ils n'ont pas de problème. À partir de quand peut-on coucher?
Peut-on coucher le premier soir? Donc c'est un grand thème de débat actuellement. Et il y a un arrière-plan qui va extrêmement loin autour de cette question-là. Ça remet en cause tous les rapports hommes-femmes, etc. Donc c'est extrêmement sérieux. Mais pour répondre à votre question, je suis désolé, j'ai été long, c'est vraiment une recherche de repères normatifs et même d'une morale, d'une certaine manière. Et pour prolonger la question de M. Boris Cyrulnik, au fond, Internet, avec ce foisonnement de réponses aux questions, imaginons qu'on découvre un petit bobo chez soi et tout d'un coup on va se ruer sur quoi? Sur Internet. Et donc on va se tomber sur 128 000 réponses à la question, et sur ces 128 000 réponses à la question qui nous préoccupe concrètement, et il y en a 50 000 qui disent quelque chose, 50 000 qui disent autre chose. Est-ce que c'est pas nouveau, cette espèce d'inquiétude liée à la source d'information qui est rapide et multiple et efficace quand même? Oui, mais l'heure temps où un maître disait ce qu'il fallait penser est révolu, peut-être, parce que la certitude est tellement tranquillisante que je suis convaincu que beaucoup de gens voteraient encore aujourd'hui pour un dictateur. C'est-à-dire que, effectivement, si vous voulez poser des questions, vous aurez des angoisses. C'est-à-dire que moins vous aurez de connaissances, plus vous aurez de certitude. Or, c'est vrai que actuellement notre culture aime la connaissance, donc aime le débat, donc aime l'incertitude. Et moi, j'aime beaucoup être dérouté de moi-même, j'aime beaucoup, ah ben ça, je croyais ça, et vous me donnez cet argument, ben ça, je suis surpris. Ça m'étonne, je vais lire, je vais vérifier, je ne vais pas être d'accord avec vous, et on va jouter, on va argumenter. Ça, c'est amusant, ça, c'est agréable. Mais il y a des gens qui ont horreur de ça. Accordez vos violons. Dites-moi où est la vérité. Il y a toujours un gars qui est candidat pour dire la vérité, et si par malheur il a l'armée et la police avec lui, il va vous imposer la vérité. Alors, si on fait un vote, eh bien, 50% des gens, peut-être pas dans cette salle, mais dans la foule, 50% des gens vont adorer la certitude. Ah ben voilà, je sais ce qu'il faut croire, je sais ce qu'il faut penser. Et ça, c'est la société des perroquets. C'est-à-dire ce qu'il faut dire pour avoir un examen. Alors, je dis ça pour les jeunes, les étudiants qui sont dans la salle. Mais je suis moi-même un perroquet diplômé, puisque j'ai eu mes examens en récitant ce que les profs attendaient de moi. Et à peine j'ai été reçu, on disait que la théorie était fausse. Donc j'ai été reçu en récitant des théories fausses. Mais je crois que c'est vrai pour toutes les cultures, ça. Alors si vous aimez l'incertitude, alors à ce moment-là, toutes les théories tombent. L'histoire des idées est un cimetière de théories. Toutes les théories sont tombées les unes après les autres, même les théories apparemment les plus solides et les plus fondamentales. Alors c'est très amusant parce que ça veut dire que tout à l'heure on a commencé l'échange en disant que le cerveau était sculpté, pétri par le milieu. Vous pétrissez mon cerveau. C'est-à-dire que si vous êtes gentil avec moi, vous allez modifier la sécrétion de mes neuromédiateurs et vous allez augmenter la sécrétion de sérotonine, de dopamine et d'endorphine. Ça va être super. Allez, ça va être super. Si vous êtes méchant avec moi, si vous avez des mimiques méchantes, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous m'humiliez, vous allez modifier la sécrétion et vous allez augmenter la sécrétion de mes catécholamines. Alors, et je vais être mal à cause de vos mots. Alors, ce genre de raisonnement qui paraît banal aujourd'hui, c'était des raisonnements impensables. Quand j'ai eu mes diplômes, c'était impensable. Il y avait des a priori théoriques et on choisissait son camp sur un postulat théorique et on passait directement à la conclusion. C'est-à-dire qu'on passait du postulat à la conclusion. Postulat, vous avez envie de croire que l'âme humaine est gérée par des molécules chimiques. Si vous avez cette envie, vous allez vous inscrire en biologie et vous allez avoir des diplômes et vous aurez des arguments qui vous permettront de confirmer ce que vous croyez a priori. Si au contraire vous êtes indigné par cette manière matérialiste de se représenter l'âme humaine, si vous avez envie de croire que notre âme ne dépend absolument pas de notre cerveau, vous allez vous inscrire en philo, en psycho, et vous allez en effet trouver des tas d'arguments qui vont confirmer votre postulat. Alors ça, c'est comme on a tous été formés comme ça. Or, quand on est sur le terrain, quand on arrive sur le terrain, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Tout à l'heure, quand vous avez été gentil avec moi, vous avez augmenté la sécrétion de mes endorphines,
Et là, il hoche la tête, donc ma sécrétion continue. Merci. Je cherche à la faire monter au maximum. Alors que s'il avait froncé les sourcils comme ça, il aurait augmenté la sécrétion de mes catécholamines et j'aurais trouvé des raisons pour lui en vouloir. C'est-à-dire que... il est embêté. C'est-à-dire... Je ne sais plus quoi dire. Non, mais ce genre de raisonnement circulaire, qui sont les raisonnements qui se développent actuellement dans les théories de l'attachement, exigent des rencontres interdisciplinaires. C'est-à-dire qu'il faut, dans une équipe, qu'il y ait des tas de gens de disciplines différentes et qui acceptent de parler ensemble, de partager des mots et de partager des connaissances. Et là, on arrive dans le domaine de l'incertitude. C'est passionnant et c'est angoissant. Alors, et c'est pourtant passionnant, c'est la vie. Alors que, si vous voulez une théorie qui impose la vérité, c'est la mort psychique. C'est fini, ça va. J'avais un prof qui s'appelait Sivadon, que les anciens dans la salle ont peut-être connu, Sivadon, et Sivadon était psychiatre et je l'admirais beaucoup. Et il disait tout le temps, rien n'arrête plus la pensée qu'une explication trop claire. Et il ajoutait, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre dans son service un lacanien. C'est-à-dire... et il avait raison, parce que c'était des poseurs de questions. Cette manière, c'était des poseurs de questions. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. On y vient. Je vois bien quel est votre mode de pensée. On va y arriver à la conclusion. Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'en avoir une, mais comment Internet modifie nos comportements? On a un petit peu de temps pour répondre à la question. Je vais faire monter encore vos hormones du bonheur avec une question des étudiants. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Laura Villa, je viens de Paris 10, Nanterre. Et bon, mes questions sont par rapport à l'apprentissage de culture à travers Internet. Et bon, c'est plutôt pour M. Kaufmann. Et vu les difficultés des compréhensions entre les cultures et les nouvelles conceptions du monde, quel est le rôle de la technologie de l'information et la communication dans la conception et la connaissance de l'autre? Et à quel point la technologie est-elle sensible d'aider dans les rapprochements des cultures et dans l'éducation interculturelle? Oh là là. Je passe mon tour. Non, pouvez-vous partager le micro? Oui, non, je vais essayer d'être bref. J'ai été trop long tout à l'heure, donc ça va m'arranger d'être bref. Non, c'est une question absolument énorme. Et là encore, je crois, il y a souvent les deux aspects contraires dans Internet. Très souvent. C'est un espace de facilité, de fluidité. Vous avez ces beaux titres des livres de Zygmunt Bauman sur la société liquide, l'amour liquide. On est dans une société de plus en plus liquide, justement, où tout est fluide, facile, avec tous les intérêts de cette société liquide et puis en même temps tous les risques, tous les problèmes. Par exemple, là je ne réponds pas à votre question, mais par exemple sur les rencontres, le début est très très facile, il y a plein de possibilités, et par contre ça rend l'engagement encore plus difficile, hein, le choix du partenaire, si c'est un choix, etc. Sur cette question interculturelle qui pose aussi la question nord-sud, en même temps on va avoir une circulation d'informations mondialisée. Il n'y a pas que l'économie qui se mondialise. Donc on a l'impression d'une mondialisation des cultures. C'est l'information qui circule. L'information, ça il faut le dire, c'est une petite parenthèse, ça c'est très important. L'information c'est le contraire du savoir. Ça c'est très important. L'information c'est le contraire du savoir. L'information c'est fluide et ça se cumule. On grappille des informations, on les ajoute, on a ses certitudes et on ajoute des informations. Le savoir c'est une architecture entre des hypothèses, des concepts, des idées. C'est toute une architecture qui va créer une vision. Et pour construire cette architecture, le principe essentiel, très souvent, c'est d'écarter des informations. Il faut écarter celles qui ne sont pas à la bonne place. Il faut trouver l'agencement qui va créer cette vision d'ensemble. Et quand on est enseveli sous trop d'informations, on n'arrive plus. Je dirais ça, c'est la théorie, quoi, normalement. Même si les théories sont réfutées, c'est ce qui donne une vision, des fois une vision un peu fausse, mais c'est ce qui permet de voir. Dans la racine du mot théorie, il y a le mot vision. Hein, c'est ce qui permet de voir d'une manière différente. Et les cultures, c'est pareil. C'est toute une richesse historique qui a inscrit les individus dans une certaine vision du monde, dans un certain rapport aux choses, etc., qui est profondément différent. Alors Internet permet quand même des passerelles, par le biais de l'information, des circulations, des questionnements qui souvent sont les mêmes
à travers la planète, à partir des mêmes questions. Par exemple, dans mon livre là, sur les recherches amoureuses, c'est les mêmes questions partout que l'on trouve, mais avec des réponses qui ne sont pas les mêmes parce qu'elles sont inscrites dans des cultures différentes. Et puis là, je vais terminer parce que j'avais dit que j'étais bref et je commence à ne pas l'être. Et en même temps, aujourd'hui, il faudrait parler de l'évolution de la société d'aujourd'hui avec toutes les énormes points d'interrogation pour l'avenir. On se demande si on n'est pas dans une civilisation qui arrive un petit peu au bout du rouleau. Il y a une avancée technologique prodigieuse, mais la société ne sait plus où elle va. Il y a une crise des valeurs absolues, il y a un mal-être des individus, et il y a une montée des passions identitaires. Hein. Parfois des petites passions agréables où chacun s'inscrit dans son petit univers, parfois des passions beaucoup plus violentes et destructrices. C'est la même racine aussi du côté de fan, quand on est fan de telle idole, c'est sa petite passion, ou fanatique par exemple. C'est la même chose, c'est le même processus. Et là, on a un risque, bon, c'est connu, de choc des civilisations, des cultures par rapport à des personnes. Alors là, je ne sais plus, c'est pas la dopamine, c'est le contraire, c'est ce qui est très très négatif quand les sécrétions sont très mauvaises. L'envie pour se réaliser, d'aller un petit peu contre l'autre. Et là, du coup, cette circulation, elle peut alimenter l'autre sens. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Mais il y a en surface, encore une fois, une facilitation des choses, une manière que l'on a de discuter ensemble, mais le fond reste très différent, avec des bouffées, des montées. Il y a une interrogation en même temps, mais ça, c'est pas Internet. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas du point de vue culturel vers où on réfléchit d'une manière technologique, vers où va la société, pas au niveau culturel. Il n'y a pas assez la mobilisation intellectuelle là-dessus. Et il y a des grands risques pour l'avenir de nos sociétés. Et du coup, l'Internet peut devenir le contraire de ce qu'il était. Au lieu de permettre la circulation, il peut accentuer l'affrontement. Voilà. Professeur Cyrulnik, est-ce qu'au fond, quand vous recevez des patients, aujourd'hui, les nouvelles technologies rendent les choses plus complexes, que les gens sont un peu plus inquiets, angoissés qu'avant, ou est-ce que c'est une illusion, ils ont toujours été face à ces questions d'inquiétude et d'angoisse? Est-ce qu'au fond, les nouvelles technologies ont vraiment transformé les pathologies du psychisme? Ah oui, clairement. La condition humaine, c'est la condition de l'artifice. L'artifice du verbe et l'artifice de l'outil. Donc c'est comme ça qu'on a pu, il y a 2,5 millions d'années, on était parmi les animaux. Hein, on a failli disparaître, mangé par les tigres à dents de sabre. Dans le sud-est, il y a encore des squelettes de tigres à dents de sabre, et on a retrouvé, Deloumlé et son équipe ont retrouvé la tête d'un enfant d'à peu près 12 ans, avec une dent de tigre plantée dans son œil qui avait dû bousiller le cerveau, et la dent s'était cassée. Et les généticiens nous disent qu'il y a à peu près 1,2 million ans, il restait 14 000 êtres humains sur Terre, c'est-à-dire que les tigres à dents de sabre ont failli nous bouffer et nous faire disparaître comme 99% des espèces vivantes à l'origine. Si c'est nous qui aujourd'hui faisons disparaître les tigres à dents de sabre, les rhinocéros laineux, etc., c'est grâce au monde de l'artifice. L'artifice du verbe, l'artifice de l'outil, et puis surtout l'artifice des récits qui donnent sens et qui disent pourquoi il faut tailler un silex, pourquoi il faut tuer tel autre être vivant, animal ou homme, pourquoi il est moral de le tuer. Donc, quand on fouille un petit peu, quand on pose la question aux historiens, les historiens nous répondent avant l'explosion technologique, parce que si on survit, c'est grâce à l'artifice. Mais ces dernières générations, il y a une explosion technologique absolument stupéfiante. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au monde, presque personne n'avait la radio. On sous 3%, quand j'ai passé mon bac, 3% de la population passait son bac. Les autres allaient tout de suite à l'usine, à la mine et au champ. Donc c'est un bouleversement de la condition humaine difficile à penser pour les jeunes qui ont tendance à penser que ça a toujours été comme ça. Hein. C'est-à-dire, mais c'est en 2 générations, il y a eu une explosion technologique absolument faramineuse. Or, avant cette explosion technologique, on vivait dans la peur. La peur de la récolte mouillée. Il fallait rentrer les récoltes à toute allure. Pourquoi est-ce qu'il y a des grandes vacances? Parce que les enfants devaient participer à la récolte pour que vite on rentre le foin et le blé
avant la pluie, parce que si par malheur il pleuvait, le blé et le foin étaient pourris, les animaux mouraient de faim, et nous aussi, on mourait de faim. C'est-à-dire que la force physique était une valeur sociale. On faisait du social avec son corps. Les femmes, avec leur ventre, il fallait mettre au monde le plus d'enfants possible, parce qu'il n'y avait pas de caisse de retraite, et que les femmes mouraient tellement jeunes que c'était les garçons qui servaient de bâton de vieillesse, comme on disait, parce que les femmes mouraient avant. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est les femmes qui nous enterrent, c'est-à-dire que, parce que la culture a complètement changé, la technologie a complètement changé la condition des femmes, donc la condition des hommes, donc la condition de nos enfants. Or, on est passé de la culture de la peur, on avait peur des animaux, on avait peur d'être malade. J'ai eu l'occasion, j'ai été médecin pendant 40 ans, près de Brignoles, à la Seine, où il y avait les chantiers navals et les mineurs de Brignoles. Et les mineurs de Brignoles m'ont raconté qu'il fallait charger 17 wagonnets de charbon par jour, parce que les ouvriers étaient payés tous les midis, leurs femmes allaient chercher la paye tous les midis. Et que si par malheur un homme avait mal au dos, ou si par malheur un homme était un peu trop intellectuel et avait des avant-bras d'intellectuel, eh bien il n'arrivait pas à remplir ces 17 wagonnets, et c'était un sous-homme. Il était méprisé. Donc on faisait du social avec nos corps et on avait peur. Et avec la technologie, par bonheur maintenant, on n'a plus peur, on a des angoisses. C'est-à-dire que on est passé du monde de la peur au monde de l'angoisse. Parce que le monde de la peur, on nomme la chose qui nous fait peur, l'animal qui nous fait peur, le temps qui va pleuvoir sur les récoltes, ou pas assez pleuvoir, la famine qui va s'annoncer. On avait toujours peur de la famine, de la maladie. Jusqu'à la fin, mon ami Gérard Jorland vient de sortir un livre magnifique chez Gallimard où il raconte comment, jusqu'à l'explosion technologique, un enfant sur 2 mourait dans la première année, surtout tué par les biberons et par les nourrices. C'est-à-dire que la modification d'une technologie élémentaire, laver un biberon, avoir des principes éducatifs, fait que maintenant, la mort des enfants existe encore, mais c'est plus un enfant sur 2, sauf actuellement encore, dans les pays pauvres, dans les pays sans technologie, où l'espérance de vie des femmes est de 45 ans en Afrique, et que les enfants meurent. L'UNICEF a fait une enquête récemment, c'est presque les chiffres que nous, on avait au XIXe siècle. Donc ça veut dire que la technologie participe à l'amélioration de nos conditions matérielles de vie, modifie notre monde mental, parce que maintenant on est passé au monde de l'angoisse. On se fait croire qu'on maîtrise suffisamment de la nature pour avoir des récoltes, pour se déplacer, pour avoir chaud l'hiver et pour avoir toujours à manger. On se fait croire ça. Donc on n'a plus peur de ça. Mais on a des peurs imaginaires, parce que maintenant, on peut imaginer des tas de choses. Alors on a peur des virus, on a peur de l'invisible. Et alors là, dans l'invisible, il y en a du monde, parce que là, dans l'invisible, on est rempli de fantasmes. Et puis, surtout, la technologie nous a fait passer du monde de la culpabilité au monde du préjudice. Ce qui me fait dire ça, c'est que ma fille a mis au monde les 2 plus jolis petits garçons du monde. Et ça, c'est objectif, c'est scientifique. C'est-à-dire. C'est vérifié. Alors, c'est indiscutable. Ouais. Alors, comme tous les petits garçons, il y en a un, l'autre jour, qui fait son boulot de petit garçon, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il court plus vite que les autres, il se casse la figure, il s'ouvre l'arcade. Alors ça, c'est normal au sens où Jean-Claude Kaufmann nous a dit tout à l'heure, c'est normal, c'est la normativité statistique, un petit garçon doit s'ouvrir les arcades. Alors, je l'emmène dans l'hôpital où j'ai été neurologue pendant très longtemps, il n'y avait que des jeunes. Alors là, je ne comprends pas très bien. Je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai un souvenir très clair, le monde était peuplé de vieux à cette époque-là. Aujourd'hui, le monde est peuplé de jeunes. Alors, moi, je n'ai pas changé. Alors, donc, je vais dans cet hôpital et je tombe sur une infirmière qui arrive, qui met une compresse sur l'arcade de mon petit-fils, qui bavarde, et puis arrive quelques minutes après, alors tu es chez ton papé, chez ta mamie, enfin, et mon petit-fils répond, il est sécurisé, elle enlève tout doucement la compresse avec du liquide, et puis arrive le chirurgien qui recoue ça, qui fait un point sur G, et qui recoue ça impeccablement, sans une grimace de douleur. Alors, ça vous paraît normal. Quand j'ai fait mes études de médecine, nos profs
nous apprenait que les enfants ne souffraient pas. J'ai appris ça. Il y a sûrement des médecins dans la salle. J'ai appris que on nous apprenait que nos enfants ne souffraient pas et qu'il ne fallait pas leur donner d'antalgiques parce que si on leur donnait des antalgiques, ça modifiait l'expression des symptômes. Hein, les médecins, levez la main. C'est-à-dire que, voilà, hein, vous avez appris ça vous aussi. Alors, donc voilà. Et au nom de ce dogme, on enlevait les amygdales sans anesthésie, on recousait les enfants sans anesthésie. Je l'ai fait ça. Et on nous apprenait à le faire. Mais vous venez de naître, vous aussi. Vous êtes trop jeune. Et ma femme a réduit les fractures de jambes sans anesthésie. Et on nous apprenait à le faire. Alors, seulement, la culture était tellement dure dans le réel, dans le matériel, qu'on apprenait aux enfants à ne pas se plaindre et à ne pas souffrir. Et on disait, si tu pleures, t'es pas un homme. Les femmes, elles devaient accoucher dans la douleur, sinon elles ne pouvaient pas aimer leurs enfants. Une femme qui accouche sans souffrir ne peut pas aimer son enfant. Il y avait une valeur rédemptrice de la souffrance. Un homme qui gémit, qui pleure et qui se plaint, c'est pas un homme, c'est un sous-homme. Et là, actuellement, je raconte ça à l'infirmière qui me dit « Vous avez raison, j'ai connu ça aussi, mais maintenant où la technique des gestes est parfaite et très bien faite par les infirmières et par les médecins. Elle est élémentaire et elle est très bien faite, humainement et techniquement. Et où on peut recoudre un enfant en bavardant avec lui. Et l'infirmière me dit, oui, mais avant c'était la culture de la culpabilité, mais aujourd'hui, si l'enfant pleure ou s'il fait une grimace de douleur au moment où on le recoud, la famille nous dit, vous avez mal fait le geste technique. Vous êtes une mauvaise infirmière, vous êtes un mauvais médecin. C'est-à-dire que la technologie nous a fait passer très rapidement, en une génération, de la culture de la culpabilité à la culture du préjudice. Donc s'il y a des avocats dans la salle, ils vont faire fortune. Ils vont faire fortune. Une question du panel, et puis ensuite des questions dans la salle. Une dernière question, je vous en prie. Allez, mademoiselle, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Artemis Lemosi, je viens pour le CP Europe et Centrale. En fait, je voulais vous poser une question à propos de la relation dans la famille entre les parents et les enfants, parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un renversement de l'apprentissage, dans le sens où c'est de plus en plus les enfants qui vont apprendre aux parents à se servir de nouvelles technologies qu'ils ont apprises extrêmement rapidement. Et donc, je voulais savoir, justement, c'est amorcé sur des générations. Il a dit sale gosse. Et je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que vous pensez, ce phénomène, est-ce que ça doit être limité, ou qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, et qu'est-ce qu'on peut attendre pour les générations suivantes Oui, vous semblez dire que c'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. C'est qu'au bout d'un moment, ça va être s'il y a une évolution technique si rapide, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, les enfants sont très à l'aise. Votre petit-fils est très à l'aise, j'imagine, malgré son arcade sourcilière blessée, très à l'aise avec Internet. Tout le monde est très à l'aise avec. Les enfants sont très à l'aise. On pourrait même parler des grands-parents. Et des grands-parents qui en rajoutent sur leur incapacité technologique. Parce que c'est tellement merveilleux pour cultiver la relation avec les petits-enfants qui peuvent leur apprendre quelque chose. C'est l'évolution des choses. Hein. On est dans une famille, il y a un désir de famille en même temps qui est fondé sur des individus de plus en plus autonomes. Alors, c'est un peu contradictoire, ça pose des tas de problèmes. On enquête sur les repas, par exemple, hein, le cri qui est lancé à table. Alors déjà, il y a des modulations. Il y a la table amoureux, à table, il y a la table un peu plus énervée, à table, ça refroidit, etc. Parce que les gens, ils viennent pas d'un seul coup au même moment, parce que... Ils sont occupés. Qu'est-ce que ça signifie, ce cri? Ça signifie, c'est le moment famille. Chacun arrête ses activités perso. Donc, c'est compliqué. Et il y a une relation qui n'est plus d'autorité des parents vis-à-vis des enfants. De toute façon, alors je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là, c'est trop long. Dans le couple, l'autorité, en 30 ans, a changé entre l'homme et la femme. Autrefois, c'était l'homme qui était le porteur de l'autorité. Hein, et ça a été extrêmement vite. Hein, et aujourd'hui, il y a encore des femmes, des mères qui n'ont pas compris, qui disent l'enfant qui fait des bêtises, qui dit si tu continues, je vais le dire à papa. Et il y a le môme qui ne comprend pas trop la question, parce que papa, ça lui fait pas peur, parce que papa est devenu un nouvel enfant. C'est ce qui agace dans mon livre sur les agacements. C'est ce qui agace le plus les femmes aujourd'hui. Ça les énerve. Ah. Oui. D'ailleurs, bon. Regardez. Ah non, je ne voulais pas ça, faire rire au détriment des hommes. Hein, c'est une Merci Jean-Claude. Je trahis mon corps. Mais non, mais parce qu'ils jouent avec les mêmes jouets, hein, des ballons, des écrans, etc. Mais attention, les hommes, ils sont très importants dans le couple et famille. Ils sont
les idéologues du petit bonheur immédiat, quoi. Ils apportent ça, il n'y a pas de problème, non, faut pas s'en faire, et puis on rigole, etc. Et les femmes, elles veulent que ça bouge, que ça aille plus loin, et c'est elles qui sont par exemple les enfants, ils aiment bien faire les devoirs avec papa, quoi. Mais avec papa, ça compte pas, quoi, hein, parce que justement, on rigole, etc. Bon, là, c'est pas la question. Donc, il y a ce réseau très complexe dans la famille, l'autorité qui est devenue quelque chose de très très complexe. L'homme a encore des zones de pouvoir. Mais c'est des zones de pouvoir pour son confort personnel. Par exemple, il ne va pas lâcher la télécommande, quoi, hein, de la télécommande. Ça, c'est complètement autre chose. Et la relation avec les enfants, c'est très complexe parce qu'il faut transmettre une éducation quand même. Le problème, c'est que la valeur principale que l'on transmet dans l'éducation, c'est l'apprentissage à l'autonomie. Parce qu'on est de plus en plus dans une société de l'autonomie individuelle. Donc il faut apprendre à l'enfant à se débrouiller. Et lui, très vite, il comprend. Si la maman dit « regarde le bazar dans ta chambre », il va dire « mais c'est mon territoire, je le range à mon idée ». Quoi. Alors effectivement, si on doit lui apprendre l'autonomie, c'est lui qui décide. L'autonomie, c'est contradictoire avec les principes de transmission et d'éducation. Donc là, c'est très très compliqué. Eh bien, par rapport à la question que vous posez, c'est la même chose. Si c'est géré dans un ensemble où le rôle de parent est maintenu, le rôle éducatif, il n'y a aucun problème qu'il y ait une inversion ponctuelle. Au contraire. Ça peut être un bonheur. Alors, simplement, ça peut être un bonheur pour les parents, pour dire à l'enfant, à l'ado, par exemple, tiens, ben voilà, ça y est, je suis encore coincé sur Internet, est-ce que tu peux me dépanner? Il y a juste du point de vue cognitif pour les parents, pour pas qu'ils vieillissent trop vite, du point de vue mental, faut pas qu'ils se démettent, c'est commode d'avoir un ado qui s'y connaît et qui dépanne sans cesse, mais c'est pas la meilleure manière de rester bien formé soi-même. Mais dans le relationnel, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça, c'est plutôt la famille de demain. Mais c'est pas simple à gérer, et le métier de parent, ça devient quelque chose de pas simple. Alors là, pas de culpabilité et pas d'angoisse. On ne peut pas être des bons parents, quoi. C'est donc bien il faut ça. commencer par dire. Ça déculpabilise quand même de temps en temps. Maurice Surinligue, la question est intéressante. Le rapport à l'objet informatique change de camp parfois, parce que c'est effectivement l'enfant qui apprend Sans cesse, mais c'est pas la meilleure manière de rester bien formé soi-même. Mais dans le relationnel, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça, c'est plutôt la famille de demain. Mais c'est pas simple à gérer, et le métier de parent, ça devient quelque chose de pas simple. Alors là, pas de culpabilité et pas d'angoisse. On ne peut pas être des bons parents, quoi. C'est donc bien il faut ça. commencer par dire. Ça déculpabilise quand même de temps en temps. Maurice Surinligue, la question est intéressante. Le rapport à l'objet informatique change de camp parfois, parce que c'est effectivement l'enfant qui apprend à l'adulte à s'en servir. Cela dit, est-ce que c'est grave? Alors c'est grave, non, ça va simplement changer la culture. C'est-à-dire que ce qui provoque l'attachement, c'est le besoin de l'autre, c'est la sécurisation. Si je suis anxieux et si vous êtes ma base de sécurité, je vais m'attacher à vous. J'essaie. Parce que je ne me sens bien que quand vous êtes là. Oui, oui. Je suis Je reste jusqu'à la fin de ma conférence. Ou si quand vous êtes là, je suis dans vos bras. Oui. Ou alors, quand vous êtes là, vous êtes dans ma mémoire. Ou quand vous êtes là, la sécurité que j'ai éprouvée à votre contact m'a donné confiance en moi. Alors si je résume ça, c'est les théories de l'attachement que j'ai résumées abusivement, mais ça veut dire que c'est la sécurisation qui provoque l'attachement aux parents ou aux conjoints ou à nos amis. Or, pour employer le mot sécurisation, il faut que j'ai eu une petite angoisse ou une petite peur. Quand je suis enfant, j'arrive au monde, tout est passionnant et peut devenir effrayant, un bruit intense, un inconnu, tout peut devenir passionnant et effrayant. Si j'ai auprès de moi une base de sécurité, je vais m'attacher à ma base de sécurité qui va me donner le plaisir de découvrir le monde des choses et le monde des gens. Et à ce moment-là, je vais me socialiser au sens psychologique du terme, c'est-à-dire je vais aller vers l'autre, apprendre sa langue, apprendre ses rituels et essayer de découvrir son monde mental. Or, si les enfants, grâce à nos progrès, grâce à la technologie, se développent probablement bien, enfin, probablement même mieux qu'il y a quelques générations, parce que il y a quelques générations, on voit la date des squelettes. Je ne parle pas de la mort populationnelle, je parle de l'âge réel de la mort qu'on peut dater sur les squelettes, sur les épiphyses des colonnes vertébrales. On sait assez bien à quel âge est mort le squelette. Or, on se rend compte que les squelettes étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui et qu'on mourait beaucoup plus jeunes, surtout les femmes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où nos enfants se développent biologiquement et probablement intellectuellement mieux qu'avant, il n'est pas dit qu'ils se développent mieux psychologiquement, puisque leurs parents ont perdu cet effet de base de sécurité. C'est-à-dire que ma mère ne me sécurise plus, elle devient base d'insécurité, elle est toujours au sprint. Mon père, je ne sais pas très bien qui c'est, c'est-à-dire que c'est, quand je travaille en Amérique du Sud, très souvent, mais ça existe en France, beaucoup d'enfants me disent « j'ai un père différent tous les mois ». Donc ça veut dire que l'image du père, le père a été napoléonien chez nous, en Europe, pendant un siècle et demi. Et c'est les féministes qui l'ont assassiné en 1970. Mais le père a été napoléonien. C'était un père tyrannique, un père abusif, mais il était là, il était même parfois un peu trop là. Mais il y avait une image de père presque un peu tyrannique, même tyrannique. Mais quand il n'y a pas de père, il n'y a pas cette base de sécurité, existe moins. Alors elle donne, comme disait Sartre, n'ayant pas eu de père, j'avais toutes les libertés. Et la liberté, c'est tous les potentiels possibles, donc c'est les angoisses possibles. C'est moi qui suis responsable de ce que je vais choisir. Si mon père me dit tu seras menuisier comme je l'étais, tu seras commerçant comme l'était le père de Jean-Paul Sartre, je vais être commerçant, mais je vais lui en vouloir. Mais c'est rassurant. Voilà, c'est ça. On rejoint ce que je proposais tout à l'heure sur la certitude. C'est-à-dire que j'ai un père qui me contraint et qui m'impose des certitudes. Alors maintenant, l'image du père se dilue. J'ai plus, moi, enfant, j'ai plus de liberté, mais j'ai plus d'angoisse, parce que c'est moi qui, désormais, deviens responsable de mes choix. Et ce qui veut dire aussi que mes parents perdent leur pouvoir de sécurisation. D'où peut-être ce que disait Jean-Claude Kaufmann, le retour, le désir des identités, même parfois claniques. Parce que là, au moins, on va me dire ce qu'il faut penser, on va me dire ce qu'il faut être, qui il faut être, avec le danger des clans, avec le bonheur des clans. Au début, on est tous ensemble, on a un sentiment d'appartenance délicieux, on a les mêmes rituels, les mêmes vêtements. Le bonheur pour l'individu qui est dans le clan, mais les risques pour le contact entre les clans. Alors voilà, et le débouché, le clan, alors moi je dis l'affrontement entre les deux. Le clan est nécessaire quand on est enfant, j'ai besoin d'appartenir à ma mère, à mon père, à ma famille, à ma langue, à ma culture. À l'adolescence, j'ai besoin de leur désappartenir pour devenir autonome, donc il me faut que je puisse sortir de ce clan, et à ce moment-là, si le clan est clos, alors à ce moment-là, si les autres meurent, c'est pas grave, puisqu'ils n'ont pas la même religion, la même couleur de peau que nous, donc c'est même plutôt bien si les autres meurent. Donc ce délice du clan mène à la tragédie. Intéressant. Alors on va prendre les questions de la salle, s'il vous plaît, parce que je suis sûr qu'il y a des milliards de questions. On ne pourra pas tout prendre, mais monsieur, je vous en prie, troisième rang, on vous apporte un micro. Je suis très intéressé par cette histoire d'appartenance. Et je me demande, puisqu'il faut tout réinventer, s'il ne faut pas réinventer l'amour aussi. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle de trucs mécaniques, on parle d'Internet, on parle de liaison, mais on ne parle plus d'amour là-dedans. Voilà ma question. Ah ben, vous allez avoir du succès, monsieur. Jean-Claude, sur l'amour, là, vous êtes... Non, c'est le bouquin, je vais en faire la pub. Non, c'est pour vous, l'amour. Non, c'est pas celui-là, c'est mon dernier livre. C'est mon dernier livre. Oui. Parce que ça, c'est les relations, c'est pas exactement la même chose, c'est les rencontres à partir d'Internet qui ne savent pas où ils sont entre plaisir et sentiment. Mais c'est la question de l'amour, je dirais, la question politique. Mon dernier livre, c'est l'historique de la question politique de l'amour. Alors c'est très difficile à expliquer cette question-là. Quand j'essayais d'expliquer, on me demandait sur quoi vous écrivez. J'écris sur cette histoire du rôle politique de l'amour dans l'histoire. Et tout de suite on me disait, oh oui, en ce moment il y a de quoi raconter. Il y avait une interprétation immédiate des histoires de fesses dans le domaine politique. C'est pas du tout de ça que je parle. Je dirais à travers l'histoire. L'amour a essayé, dans ses diverses facettes, parce qu'il y a 1000 facettes de l'amour, a essayé de guider le monde. Liberté, égalité, fraternité, la Révolution française, ça c'était issu des Lumières, l'idée de la bienveillance, que le peuple est bon et qu'il faut essayer de faire exprimer les sentiments moraux qui vont créer une humanité, une générosité contre une société trop froide et trop dure, la société de droit. Au début de la Révolution, après, les passions ont été beaucoup plus terribles. Ça a déchaîné des choses, la terreur, etc. Mais au début, l'idée, c'est que ces passions bonnes devaient être au-dessus de la loi. Donc il y a eu 1000 essais de sociétés fondées sur l'amour. Ça a à chaque fois échoué, ça a fondé des catastrophes, il y a eu les utopies, il y a eu le romantisme, etc. On a oublié ça. Alors effectivement, l'amour, c'est une question privée, personnelle, mais c'est en même temps tous ces essais.
Et à mesure que la société qui s'installait aujourd'hui, à mesure qu'il y a eu ces échecs de l'amour, il y a eu une montée de la régulation par l'économie. L'économie est devenue la science dominante qui est au centre de nos sociétés. Et ça, il faut le dire, parce que c'est quand même incroyable. Pour qu'elle fonctionne, l'économie, il faut qu'elle ait un modèle de l'individu. Elle a un modèle très simple qui peut rentrer dans les équations mathématiques. L'économie est de plus en plus mathématique et on est régulé par les équations mathématiques de l'économie. Et tout ça repose sur un modèle de l'individu. Et l'individu, c'est complexe, plein d'affections, plein de sentiments, c'est une richesse contradictoire. Mais là, c'est un modèle très simple. Pour que ça marche, c'est simple. C'est ce que disent les économistes, l'individu rationnel. Alors déjà, on n'est pas souvent rationnel, mais en plus, c'est pas rationnel dans l'économie. C'est l'individu calculateur selon ses intérêts. Il fait toujours le choix selon ses intérêts égoïstes. Donc nous avons construit une civilisation sur un modèle d'individu qui est un individu égoïste. C'est pour ça que je suis persuadé que là, on n'est pas dans un début de crise financière ou économique, c'est un début de crise de civilisation. On est dans un modèle qui est à bout de souffle et qui ne réfléchit pas sur l'avenir, et on ne sait pas, on va dans le mur et on ne sait pas vers où on va. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des gens ? Eh bien, les gens se retirent un peu de l'univers du travail, il y a une souffrance au travail, ils sont là, ils consomment, ça remplit un petit peu d'intérêt, mais ça sature un peu et tout ça, et ils essaient de se replier dans leur... Et je reviens enfin à votre question, dans leurs petits univers à eux, où ils vont fonctionner sur un modèle contraire, ils vont essayer, non pas l'individu égoïste, mais l'individu amoureux, l'individu qui s'oublie. Dans toutes les formes de l'amour, elles sont très nombreuses et contradictoires, mais c'est toujours un lien, c'est se dépasser pour aller vers et s'attacher à. C'est un lien qui attache. On a besoin de cette énergie d'attachement. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu schizophrène parce qu'on fait ça dans nos petits univers. Il y a une espèce de contournement de la société régie par l'économie, par les petits univers privés fondés sur l'amour. Et moi, je dis, ça c'est une espèce d'utopie actuellement. Quand l'amour a essayé de réguler les sociétés, ça n'a pas marché, parce que l'amour comme instrument de gouvernement, ça ne fonctionne pas. Mais en ce moment, on assiste à ça, donc il faut réfléchir. L'amour est une question sociale, politique, il y a un aspect révolutionnaire de l'amour aujourd'hui, mais il est rendu très très dur, parce que pour l'amour, il faut s'abandonner. Or, toute la société d'aujourd'hui incite l'individu à maîtriser, à calculer, à bien gérer, prendre ses bonnes décisions, et s'il se met à calculer, à comparer tous les partenaires possibles, par exemple, comme on peut être incité sur Internet de façon très consommatoire, on ne va jamais arriver, on va toujours trouver mieux sur tous les autres aspects. Donc tout l'art aujourd'hui qui nous sauve, c'est justement cet art amoureux qui, à certains moments, on ne calcule plus, on se donne à l'autre ou aux autres, et les engagements humanitaires, etc. Mais on pourrait en parler longtemps, c'est une question importante. Allez, une autre question. Monsieur ici, voilà, qui lève la main, faites-moi signe. Hein. Oui, bonjour, Patrick Or, thérapeute de médecine douce. On se dirige le samedi après-midi pour se rassurer dans les grandes surfaces et acheter les mêmes produits qu'on a vus sur les publicités. Est-ce que Internet ne devient pas l'hypermarché de la pensée ? Est-ce qu'Internet, je répète la question, est-ce qu'Internet ne devient pas l'hypermarché de la pensée ? Au même titre qu'on achète la même chose quand on va dans les grandes surfaces ? Alors, c'est difficile de penser seul. D'abord, je pense qu'on ne pense pas seul, c'est-à-dire qu'on ne peut penser que dans un contexte, et on peut penser que si on muscle nos pensées en les affrontant, en les confrontant avec des gens qu'on aime. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas des rapports de domination, c'est des rapports, c'est des jeux, une idée contre une autre. Je vais mettre au monde une idée qui va heurter une idée que vous allez mettre au monde, et on va essayer, ces deux idées vont essayer d'en enfanter une troisième. Alors ça, c'est le jeu de la pensée, ça veut dire qu'on ne peut jamais vraiment penser tout seul. Au XIXe siècle, on disait qu'il y avait des génies parmi nous, et le fait de choisir le mot génie révélait la culture hiérarchisée du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a des hommes supérieurs et donc d'autres hommes inférieurs, et le génie, c'est un homme tellement supérieur qu'il est entre les dieux et les hommes. Alors aujourd'hui, on ne pense plus comme ça, on pense qu'on ne peut penser que dans un milieu avec des copains, contre des copains, en n'étant pas d'accord, et à ce moment-là, on a une pensée, une production authentique, c'est-à-dire que je comprends à peu près ce que je dis. Mais tout à l'heure, je vous proposais l'idée que le développement de l'école en Occident et même sur la planète
a un effet bénéfique, c'est que ça nous permet d'apprendre à parler, ça nous permet d'apprendre à échapper au contexte, mais ça a un effet maléfique, c'est qu'on diplôme des perroquets et qu'on voit de plus en plus des gens réciter des théories compliquées sans en comprendre un mot, c'est-à-dire c'est le psittacisme, c'est-à-dire c'est le langage des perroquets. Et on voit que de plus en plus de gens, en partie politiques ou même dans ma discipline, récitent des théories dont ils ne comprennent pas un mot. On le voit dans les conflits entre nous, les mêmes mots ne désignent pas la même chose. Alors ça veut dire qu'il faut attacher un peu d'importance aux mots et que les mots, eux aussi, sont façonnés par le contexte. Par exemple, là, nous, dans notre milieu, les petits groupes qui échangent, qui travaillent, on pense que l'amour et l'attachement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'attachement, comme l'a dit Jean-Claude Kaufmann, c'est un lien. Je suis imprégné, à force de vivre avec ma figure d'attachement, elle m'a imprégné. Et rassurante. Elle est rassurante. Je suis imprégné par elle. Et quand elle est là, je ne me rends pas compte que je suis attaché à elle puisqu'elle est là. Et quand elle s'en va, alors là, je prends conscience du manque, elle me manque, et je ne me rendais pas compte à quel point j'étais attaché à elle, ma figure d'attachement, ma base de sécurité. Alors ça, c'est l'attachement, et c'est presque c'est insidieux, c'est au jour le jour, c'est révélé par un événement de la vie. Elle va me quitter, donc ça, je ne me rendais pas compte à quel point elle était importante pour moi. Donc, alors que l'amour, c'est le contraire pour nous, c'est-à-dire que c'est hyper conscient. Je ne pense qu'à elle. Mais comment elle s'appelle? Ah ben, je ne sais pas, mais je pense qu'à elle. Mais tu la connais bien? Oui, je l'ai croisée l'autre jour sur le trottoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je ne sais pas, mais il faut que je vive avec elle. C'est-à-dire que je suis amoureux, je suis plein, non pas de la connaissance que j'ai d'elle, mais je suis plein de ce qu'elle a déclenché en moi. Elle a réveillé en moi un désir de plénitude, c'est-à-dire que je suis plein de l'idée que je me fais d'elle. Alors les psychanalystes qui ont travaillé cette question disent que l'amour, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire que je suis normal, je me suis bien développé, et je suis complètement délirant, coupé de la réalité, puisque je suis amoureux de quelqu'un que je ne connais pas. Et pourtant, je veux vivre avec elle. Alors, par bonheur, s'il y a deux folies nécessaires dans la vie, c'est bien de tomber amoureux et de faire des enfants. Si on était des êtres logiques, on éviterait ces deux moments de folie qui donnent sens et merveille à notre vie. Allez, madame avait une question. Alors, à moins que le micro soit par ici, ou une main qui se lève. Madame en bleu, troisième rang là. Merci. Je vous en prie. Puisque les technologies ont une telle importance sur les comportements, sur les relations entre les gens, sur le développement du cerveau, ne pensez-vous pas qu'il soit indispensable que ces technologies soient intégrées dans le système scolaire afin qu'il n'y ait pas scission entre l'école et le monde extérieur, le monde social, afin que les jeunes puissent s'y intégrer normalement? Merci pour la question. Je pense que c'est déjà en partie. Alors là, je veux bien répondre. Mais je ne vais pas laisser la parole à Jean-Claude, parce que ça, c'est une question qui me tient à cœur. Merci de la poser. Depuis 1978, il y a énormément de travaux qui ont été faits à la demande de l'OMS sur les rythmes scolaires. Presque tous les pays ont modifié leur école en fonction des travaux sur les rythmes scolaires, sauf la France. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, emmener un enfant à l'école à 8 heures du matin, alors que grâce à la télévision et grâce au transport, il s'est couché à 10, 11 heures minuit, on sait que les premières heures, il n'apprend rien. Ensuite, il se réveille un peu, puis vers 11 heures, comme il s'est levé à 5 heures pour venir à l'école, il a ce qu'on appelle son petit moment d'hypoglycémie, qui n'est pas l'hypoglycémie, mais c'est un petit malaise provoqué par l'épuisement des surrénales. À nouveau, il n'apprend rien. Puis ensuite, il va à la cantine, et puis là, il y a la somnolence postprandiale, il n'apprend rien. Et il commence à se réveiller et à avoir un peu de vigilance intellectuelle à vers 16-17 heures quand il rentre chez lui. Alors, et de plus,
On sait les heures d'études. On a fait des électroencéphalogrammes sur des enfants et des adultes qui écoutaient pendant 1 heure un cours professoral. Je ne parle pas de quelque chose d'interactif, je ne parle pas du réveil posé par les éclats de rire ou par des questions, je ne parle pas de ça, je parle du cours professoral. Tagada, 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 tagada. Alors lorsque... Ah ben je vois que vous avez suivi. Lorsque on a fait des électroencéphalogrammes aux enfants, après 20 minutes de cours, les 3/4 d'une salle sont en stade 2 d'endormissement. C'est-à-dire que sur 1 heure de cours, on est vigilant 1/4 d'heure, 20 minutes. C'est-à-dire que l'école française est organisée de telle manière qu'elle empêche d'apprendre. Alors, en plus, les Finlandais, les Nord-Européens ont tenu compte, les Espagnols, les Russes ont tenu compte des rythmes scolaires. J'ai travaillé il n'y a pas longtemps en Suède au centre de la résilience de Stockholm avec un budget faramineux. Et là, leurs enfants ont été évalués par l'évaluation PISA, vous savez, l'évaluation de l'UNESCO. Leurs enfants ont 1% d'échecs scolaires contre 14% dans le reste en France, 1%. Ils travaillent 2 fois moins que les élèves français. Ils apprennent beaucoup plus vite parce que les rythmes scolaires sont adaptés et ils apprennent quand ils sont vigiles et quand ils sont stimulés par une activité physique, par une activité artistique. Et à ce moment-là, les maths deviennent intéressantes. À ce moment-là, on apprend très vite. On apprend 2 fois plus vite en travaillant 2 fois moins. Et madame parlait de nouvelles technologies à l'intérieur de l'école. Les rythmes, j'entends bien, mais je pense que votre question, c'était aussi sur comment faire intervenir l'ordinateur ou l'Internet. C'est tout à fait le problème. Alors, est-ce que non? Oui, si. C'est complètement dans le prolongement de ce que disait Boris Cyrulnik. Dans la logique de ce qu'il développait, il faut ces instruments qui permettent, en gros, le principe, c'est aussi, mais ça, c'est pas simple pour tout l'appareil de l'éducation nationale, pour les enseignants, de se fonder sur un individu plus autonome, qui va utiliser ces outils Internet pour faire son propre cheminement. Mais de même que dans la famille, c'est pas simple, une éducation familiale fondée sur l'autonomie de l'enfant, dans l'école, c'est contradictoire aussi. Et il y a toutes les habitudes et puis les disciplines qui se disent, nous, pas 1 heure de moins, les maths, d'accord, on peut diminuer, mais pas le français, pas l'histoire, etc. Il y a toute cette pesanteur institutionnelle qui est logique, qui se comprend. Donc c'est pas simple du tout. Et c'est toute la société d'aujourd'hui, je dirais. Il faut aller vers cela, mais en même temps, c'est beaucoup moins simple que la société. François Dubet dit la société que l'on quitte, c'est la société des 2 derniers siècles, c'était la société moderne institutionnelle. On était porté par des grandes institutions. L'école républicaine, elle avait des programmes, et cadrait, formait des individus avec un contenu logique du programme. Aujourd'hui, l'enfant, il apprend un peu du programme, il apprend beaucoup sur Internet, dans la vie, partout. L'école est entourée d'autres sphères de formation. Donc il faut aller très vite vers cette évolution, parce que là, on est très en retard, mais c'est pas simple non plus. C'est pas simple du tout, notamment une éducation fondée sur l'autonomie de l'enfant, parce qu'il faut, comme dans la famille, il faut garder un rôle de parent, il faut quand même garder en même temps un rôle d'éducateur. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont faut un peu tout réinventer, pour reprendre le thème du colloque. On est là pour ça, tout réinventer. Une dernière question. Allez, qui a envie? Je vois, écoutez, vous êtes devant, je vous laisse le micro, ce sera la dernière question. Réponse courte, M. Cyrulnik et M. Kaufmann, et puis ensuite on se dira au revoir. Bonjour, je suis étudiant à l'Université Paris-Dauphine. Ma question s'adresse à M. Kaufmann. Comme tout à l'heure, vous nous avez parlé des normes secrètes de la société. Une question me vient à l'esprit, c'est un peu plus philosophique que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. En fait, par exemple, aux derniers Jeux Olympiques, un homme a été interdit de participer à une course parce qu'il avait des prothèses qui l'avantageaient. Donc en fait, les technologies nous aident, mais est-ce qu'elles nous font sortir des normes? C'est-à-dire que jusqu'à quel point on peut accepter que les technologies nous aident? Est-ce qu'elles vont modifier l'idée qu'on se fait de l'homme? Oui, c'est une question qui entraîne loin, et je crois que ça remet en cause, encore une fois, l'idée qu'on a de ce que c'est un homme. On a une idée, on dit l'homme, c'est comme ça, puis autour, il y a des prothèses, quoi. En fait, non. L'homme, il est inscrit dans son contexte. Il fonctionne avec un certain nombre d'objets, avec des partenaires. Il s'attache à des partenaires et qu'ils redéfinissent, etc. Donc, on est dans une évolution où, de plus en plus, des prothèses vont faire partie de nous.
téléphone portable, il fait partie de nous. Hein. Si on le perd, on a une perte d'un morceau de nous, etc. Donc, des personnes... Il a dit « Dieu m'en protège ». Il faut quand même que je partage cette blague. Personnellement, un peu aussi. Mais bon, je travaille sur un prochain livre sur le sac à main des dames, par exemple. Bon, alors là, on pourrait en parler beaucoup. Mais pour la personne handicapée, par exemple, il y a cette nécessité de la prothèse, d'où la question que vous posez. Et ça pose un problème à l'ensemble de la société. Il n'y a pas de problème, à mon avis, pour qu'on évolue dans la définition de l'homme qui intègre des réalités technologiques. Et là, il faut me mettre en lien avec toutes les biotechnologies, etc. Mais à une condition. Il faut que la société soit plus en avance et plus forte dans sa réflexion, notamment sur les valeurs. Qu'est-ce que c'est qui fonde une société aujourd'hui? Quel est le sens de l'humain pour intégrer toute cette évolution à l'intérieur de cette réflexion? Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Du coup, ces questions sont souvent un peu sans réponse. On ne sait pas trop quoi répondre et on est débordé par ces technologies qui vont plus vite que le débat sur les valeurs et sur l'avenir de la société. Boris Cyrulnik, le prochain livre sur lequel vous travaillez, c'est? Alors, on travaille sur des facteurs d'anti-résilience. On l'attend, tout le monde l'attend. Les facteurs d'anti-résilience. Qu'est-ce qui empêche le processus de résilience? Et on en a trouvé 3. L'isolement affectif, l'isolement sensoriel, le non-sens, l'absence de capacité de récit. Je ne peux pas me raconter ce qui m'est arrivé, je ne peux pas vous raconter ce qui m'est arrivé, et la honte, je m'efface moi-même, je me mets en retrait et je m'empêche de me socialiser. On vous attend et on attend ce livre très bientôt, aux éditions Odile Jacob, j'imagine, comme d'habitude, et aux éditions Armand Collin, sexe@moore. Bon après-midi. Merci messieurs. Merci Boris Cyrulnik, merci Jean-Claude Kaufmann.